Mon invité est écologiste et il espère incarner la relève à gauche à Angers. J'ai proposé aux élèves de ma classe et à mon institutrice de l'époque de faire un scrutin au niveau de la classe. À 8 ans. Ouais. C'est pas parce que je viens d'un milieu plus populaire où on n'avait pas forcément les codes que c'est une fin en soi. Je renierai jamais de là où je viens. Mais il y a eu des mots Et qui vous ont blessé. Oui, ça a pu arriver. La colère, elle est saine quand elle débouche sur de l'action. Bonjour Romain Lavaux. Bonjour. Vous êtes écologiste, vous êtes le candidat de l'Union de la gauche à Angers, hors insoumis. Vous espérez déloger de l'hôtel de ville Christophe Béchu, le ministre de l'Environnement d'Emmanuel Macron. On va ensemble revisiter votre parcours, prendre le temps de mieux faire connaissance et le tout sans langue de bois, c'est la promesse ici sur Trajectoire. Votre trajectoire, elle débute dans les Deux-Sèvres, à Mauléon, commune rurale. Vous venez d'un milieu ouvrier. Votre père a été ouvrier, puis cheminot. Votre maman a travaillé dans les abattoirs. Un métier physique, dur. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? J'en ai retiré, je pense, le fait de savoir d'où je viens. Ça m'a donné beaucoup de force globalement. Et des valeurs aussi. C'est-à-dire que on faisait avec peu, mais on faisait quand même beaucoup. Mes parents m'ont apporté beaucoup de choses et m'ont beaucoup encouragé dans mes études. C'est des gens qui sont très ouverts aussi, donc au niveau culturel, soit au niveau culturel ou sportif. J'ai pu m'épanouir vraiment dans un cadre bienveillant globalement. On dit souvent que les politiques sont hors sol, ne connaissent pas le monde du travail. Vous avez vu à travers vos parents ces métiers qui peuvent user physiquement, faire mal au dos, faire mal aux pieds. Complètement, je l'ai fait moi-même en fait sur des jobs d'été. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans les abattoirs aux Aubiers et je sais à quel point c'est un métier qui est difficile, qui est très peu valorisé financièrement par rapport à d'autres filières industrielles. Les conditions de travail sont quand même assez dures. Et j'en suis d'autant fier que dans le parcours qu'elle a pu avoir, elle est à la retraite depuis 1 an, elle a été déléguée syndicale et tôt, elle m'a eu tôt, et elle a toujours eu à cœur d'améliorer les conditions de travail des ouvriers dans l'entreprise. On en a souvent parlé, elle en parle même encore quand on s'appelle et quand on se voit, et c'est une préoccupation qu'on partage vraiment. Enfin, voilà, les conditions de travail, c'est quelque chose qui est essentiel, notamment sur des métiers qui sont difficiles. Quand on vient d'un milieu populaire comme le vôtre, qu'on fait de la politique, est-ce que vous avez déjà été confronté à une forme de mépris, où on vous fasse sentir que vous n'avez pas les codes ? Ça a pu arriver, effectivement, et il y a eu cette phase où, en fait, je viens d'un milieu où on n'avait pas forcément les codes, où je ne savais pas que Sciences Po, ça existait, ou les grandes écoles. J'ai fait une fac d'histoire, je suis devenu professeur des écoles, et déjà, ça faisait la fierté dans la famille. Et ça m'a apporté beaucoup, l'école m'a apporté beaucoup, et pour moi c'était assez naturel à mon tour d'être un acteur. Pour revenir à ma question sur le monde politique, comment est-ce qu'il accueille cette différence ? Ça dépend, globalement, je pense que notamment à gauche, il y a quand même une fibre militante et enseignante qui est assez imprégnée, qui est assez forte. Après, c'est vrai que j'ai pu sentir parfois, il y a ce phénomène un peu de transfuge de classe et le fait qu'on questionne le fait que vous êtes légitime à prétendre à certaines fonctions. Et c'est vrai que parfois, je l'ai mal vécu dans des remarques qu'on a pu me faire. C'est-à-dire, un exemple sur la façon de m'exprimer, où parfois, c'est vrai que je pense il y a un langage qu'on doit adapter quand on prétend aussi à des fonctions importantes comme celle à laquelle je prétends aujourd'hui avec mon équipe de Angers. Et donc on doit s'adapter, et c'est aussi normal, je pense, de s'adapter à un certain nombre de codes, mais il y a une façon de le dire. Et moi, je renierai jamais de là où je viens. Mais il y a eu des mots qui vous ont blessé ? Oui, ça a pu arriver. Ça a pu arriver. Mais c'est à nous de faire nos preuves aussi, je pense. Il y a un certain nombre de personnes qui savent ça, qui ont vécu ça, parce que tout le monde a son parcours. Et moi, je me suis battu, et je pense que c'est important aussi d'affirmer les choses, d'aller, sans parler forcément d'ambition, en tout cas de se dire qu'il n'y a rien qui est impossible, et d'y aller au culot parfois aussi, quand on veut prétendre à certaines fonctions, ou en tout cas
relever des défis globalement. Moi, je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que je viens d'un milieu plus populaire où on n'avait pas forcément les codes que c'est une fin en soi. Et donc, comme je vous le dis, je renie vraiment pas et au contraire, j'en suis fier. Et je revendique le fait qu'on puisse aussi, à un moment donné, incarner quelque chose collectivement d'assez puissant avec ce parcours-là. Enfant, à quel moment, est-ce que vous vous souvenez, vous avez commencé à vous intéresser à la politique ? C'est venu assez tôt. Mes parents n'étaient pas militants politiques, pas du tout. Il n'y avait personne dans la famille qui l'était. Par contre, engagé syndicalement. Mais il y avait une fibre quand même. Plutôt à gauche ? Plutôt à gauche, effectivement, une fibre socialiste. Et c'est vrai que très vite, je me suis intéressé aux discussions que pouvaient avoir mes parents le soir avec leurs amis et aux émissions politiques. L'heure de vérité à l'époque, exactement. 7 sur 7. Et ça m'a vite passionné. Et j'ai continué depuis. Voilà. Et dans la cour de récréation, enfant, à l'école, oui. Est-ce que vous faisiez preuve déjà d'intérêt pour la politique ? Mais complètement, et c'est une anecdote que j'ai pu raconter déjà, mais c'est vrai que quand j'étais en CE2, il y avait l'élection présidentielle de 1988. Chirac-Mitterrand, le second tour. Chirac-Mitterrand, exactement. Un débat de second tour d'ailleurs qui est resté dans les mémoires. Et j'ai proposé aux élèves de ma classe et à mon institutrice de l'époque de faire un scrutin au niveau de la classe. À 8 ans ? Ouais. Ah, quand même. Voilà. Et j'ai fait campagne à l'époque pour le candidat écologiste Antoine Wechter. Ah oui, déjà. C'est vrai que cet ancrage-là est profond et ancien. Antoine Wechter, le candidat donc écologiste. Qui était le candidat écologiste à l'époque. Alors, vous avez gagné ? Oui. Première campagne victorieuse, alors. Voilà, exactement. Et j'en étais assez fier. Et ça a déclenché des choses d'ailleurs aussi avec mes amis à l'époque. Et on a fait par la suite du ramassage de déchets aussi avec cette bande-là, on va dire, où on partageait un certain nombre de choses. Et on parlait politique, effectivement, ce qui peut paraître étonnant. Mais on en parlait de temps en temps dans la cour de l'école, ouais. La fibre écolo, en tout cas. Il y a eu, pour votre génération, un moment important, fondateur, le 21 avril 2002, le second tour de l'élection présidentielle, l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen face candidat de la droite, Jacques Chirac. Pour vous, je crois, en préparant l'émission, j'ai pu lire ça. Ça a été aussi un moment fondateur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous ? Disons que dans la lignée de ce que je vous disais, j'ai été passionné de la vie politique par la vie politique depuis longtemps. Et en 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, c'est quand même un choc. Personne s'y attendait. Même les sondages des jours précédents n'indiquaient pas forcément. Il se passe quoi à ce moment-là pour vous ? Jeune, vous avez une vingtaine d'années tout juste ? Une vingtaine d'années, je suis étudiant à Angers. Et je vais participer aux manifestations qui ont lieu dans l'entre-deux tours. Et c'est là que je me dis que c'est pas suffisant de discuter avec les amis et de manifester, et qu'il y a un besoin d'engagement qui est très fort et de valeurs aussi. Moi, je veux pas voir mon pays dériver vers des valeurs qui sont celles de l'extrême droite, du rejet, et donc alors vous êtes, du racisme. C'est le choc, vous êtes en colère, vous êtes effondré, vous vous souvenez ? Il y a de la colère, mais il y a très vite aussi l'idée de se mobiliser, que la colère, elle est saine quand elle débouche sur de l'action. Je crois beaucoup en ça, en fait. Et donc vous, l'action, vous vous dites à ce moment-là, je vais prendre ma carte dans un parti politique, concrètement, c'est ça ? Oui, parce que je me dis que c'est là que se passe la bataille idéologique, mais aussi culturelle. Elle passe par les partis et les écologistes, les Verts. Les écologistes assez naturellement, parce que comme je vous le disais, déjà Antoine Wechter en 88, c'était pas forcément très conscient. Mais à cette époque-là, je regardais les émissions du commandant Cousteau de Nicolas Hulot, peut-être. Oui, je faisais pas mal de sorties nature aussi avec mes amis. On passait souvent du temps à faire des cabanes dans les arbres, à regarder ce qui se passait, et à être vraiment en prise directe avec la nature. Donc, donc le fait de prendre sa carte chez les Verts, ça c'est un pas en plus que vous franchissez. C'est un pas en plus, complètement. Après le 21 pas tout de suite, 2002. pas dès 2002. C'est vrai que parce que j'avais pas encore une stabilité, je savais pas si j'allais rester à Angers ou pas. Donc j'ai pas donné suite dans l'engagement en tout cas. Donc j'ai eu cette carte-là, mais on va dire que j'ai pas eu l'engagement qui allait avec. C'est venu un peu plus tard. Ce qui est venu un peu plus tard aussi, j'ai vu ça en préparant cette émission, c'est le fait d'adhérer à une association, devenir militant associatif, l'association Greenpeace, connue pour son engagement contre le nucléaire, mais aussi contre les OGM. Et je vais vous montrer une figure qui représente cette lutte contre les OGM, José Bové. On le voit là en train d'arracher des plants d'OGM.
Est-ce que pour vous, quand on est militant associatif, il y en a dans votre campagne, bien sûr, vous l'êtes, vous l'avez été, est-ce que la fin justifie les moyens? Là, en l'occurrence, ce n'était pas légal, hein, il y a eu des procès derrière. Bien sûr. Alors, si la fin justifie les moyens, on va dire que là, on était sur du fauchage de champs OGM. J'ai participé moi-même au repérage de champs qui pouvaient contenir des OGM dans le Maine-et-Loire, parce qu'il y en avait. Et il y a eu des fauchages dans le Maine-et-Loire. Vous vous êtes déjà trouvé en dehors de la loi? Sur ce cas précis, en fait, j'étais dans le repérage. Le matin où il y a eu l'action, j'étais pas disponible malheureusement, mais je pense que je l'aurais fait. Vous auriez pu. Parce que c'est ce que je dis souvent, mais on produit un certain nombre de communiqués, on partage nos idées sur le fond politique. J'ai toujours eu à cœur, et je le fais toujours, de travailler le fond des dossiers. Mais on voit bien que parfois, ça ne suffit pas. Et je pense qu'en France, il n'y aurait pas eu de moratoire sur les OGM s'il n'y avait pas eu ces fauchages-là. Donc ça a participé d'eux. Effectivement, il y a eu des dégradations. Et moi, je préférerais qu'on n'en arrive pas là. Mais à un moment donné, c'est tellement important. Parce que derrière les organismes génétiquement modifiés en laboratoire, j'ai pas de souci avec ça. Et José Bové non plus, on n'avait pas avec ça. Qu'il y ait de la recherche pour améliorer l'agriculture, l'agroforesterie, très bien. L'INRAE qu'on a à Angers, c'est très bien. Nous, on est pour. Mais par contre, il y a un cadre. Il faut qu'on préserve notre environnement. Quand on voit qu'on a perdu 70% des espèces depuis 40 ans, depuis que je suis né globalement sur notre planète, c'est une catastrophe. Mais vous comprenez ma question. La cause, oui, évidemment, vous mobilise, nous impacte tous, évidemment, de voir le vivant ainsi menacé, quel que soit le bord politique. Mais néanmoins, encore une fois, vous prétendez à être maire d'une métropole de 150 000 habitants. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez encore que les militants qui se mettent en dehors de la loi, c'est justifié? Ma boussole, c'est la non-violence, très clairement. Après, je crois qu'avoir des actions, y compris quand on est maire, quand Noël, ma mère, a marié un couple homosexuel dans sa mairie à Bègles, exactement, alors qu'à l'époque, c'était pas dans la loi. Moi, je pense qu'il a raison de le faire. Ça a réveillé des consciences, ça a fait bouger les lignes dans le débat public. Et ça, c'est très bien. Et je ne m'exclus pas de le faire en tant que maire. En tant que maire, peut-être que vous continuerez à jouer de la guitare. Ça, c'est un élément que j'ai pu voir en préparant l'émission. Vous êtes musicien. Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à la vie politique? Vous avez, si je puis me permettre, cette image un peu de force tranquille, un petit peu. Vous avez l'air assez calme, réservé. Est-ce que c'est aussi un exutoire, la musique? Ah, complètement, et je le revendique. Ça aussi, mon père joue de la guitare. Il a joué dans les bals pendant très longtemps. Il continue à jouer d'ailleurs de la musique. Je pense qu'il m'a transmis ça. C'est un vecteur qui est fabuleux, je trouve, de convivialité. Quel type de musique, vous? Alors moi, c'est plutôt du rock. Ok. Voilà. Mais j'ai tout le temps des choses il y a une nécessité de composition. C'est quelque part une nécessité. J'ai des mélodies qui me viennent en tête assez régulièrement. Et de les enregistrer après avec des amis, de composer, d'écrire des paroles, c'est quelque chose, oui, effectivement, il y a une forme d'exutoire et d'équilibre qui est nécessaire, je pense, à l'ensemble des activités que je peux avoir. Et est-ce que, si vous êtes maire, vous continuerez à enregistrer des albums? Ça vous arrive, hein? Je continuerai d'enregistrer. Là, c'est vrai que depuis un an ou deux, je n'ai pas pu me produire en concert. Et pourtant, j'aime beaucoup ça aussi, parce que j'ai moins le temps. Donc, j'aurai sûrement moins le temps. Mais la partie, on va dire, enregistrement peut se faire sur des temps de vacances, comme on le fait déjà avec les amis, comme on l'a fait l'été dernier. Donc ça, je pourrais continuer à le faire et je le ferai. Quand on est écologiste, évidemment, on encourage à avoir des comportements vertueux pour protéger la planète. Néanmoins, entre nous, personne n'est parfait. Vous, éventuellement, quel est le geste un peu que vous assumez pas trop, mais que vous pourriez nous confier? La personne nous regarde. Moi, déjà, je revendique le fait que, et c'est aussi là d'avoir grandi dans une famille qui avait des moyens modestes, souvent, les personnes qui ont peu de moyens ont une sobriété qui est subie. Donc, moi, j'ai quand même appris tous ces gestes de ne pas gaspiller la nourriture, de faire attention sur le chauffage, sur l'éclairage, sur un certain nombre de choses, où on faisait attention, et c'est important, parce que quelque part, on n'avait pas le choix aussi. Mais je veux dire, ce sont des gestes qui sont purement écolos, en fait. Des gestes de sobriété écolo.
Par contre, vous ne répondez pas à la question. Là, Non. vous êtes sur les gestes vertueux et Oui. peut-être sur le geste un peu moins avouable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ancré. Et justement, là-dessus, et c'est des discussions que j'ai en famille très souvent, et parce qu'on peut avoir parfois ce côté donneur de leçons quand on est écologiste. Et moi, effectivement, je revendique le fait que tout le monde peut avoir ses contradictions. La voiture, par exemple, se passer d'une voiture, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Je l'avais testé. Deux enfants. Ouais, j'ai 2 enfants. Je l'ai testé une première fois au moment du Covid et quand je me suis séparé de la femme de mes enfants, je me suis rapproché dans le centre-ville de la gare avec cette idée-là de ne plus utiliser la voiture. Je l'ai fait pendant 1 an et c'était compliqué de se déplacer avec les enfants, avec les réhausseurs sur la tête pour aller prendre une voiture de location de temps en temps et emmener mon fils au basket le week-end. Donc j'ai tenu 1 an. Et ça devenait compliqué, donc j'ai repris une voiture à ce moment-là. Là, ça fait 2 ans, maintenant ils ont grandi, ça fait 2 ans que je n'ai plus de voiture. Et c'est vrai qu'on a une offre de transport en commun, de voitures parfois que je peux louer, et qui fait que j'arrive à m'en passer. Mais effectivement, je suis conscient du fait que c'est pas évident de se passer de la voiture, et je ne donnerai jamais de leçons là-dessus. J'ai un régime qui est plutôt végétarien aussi, mais pas complètement, j'aimerais l'avoir, et c'est pas évident. Et je blâmerai personne là-dessus. Ça m'arrive de prendre l'avion aussi. Ce que je veux dire, effectivement, on a tous nos contradictions, mais ce qui est intéressant, c'est de mesurer le fait que c'est important, en tout cas, de cette idée d'aller vers et d'essayer de faire évoluer nos façons de faire. Et je suis persuadé que c'est comme ça qu'on avance. C'est pas dans la stigmatisation, c'est pas dans l'ostracisme là aussi, dans le côté donneur de leçons qu'on y arrivera. Pas de sectarisme, vous dites. Vous appartenez à une famille politique, les Verts, qui a connu néanmoins pas mal de clivages, de divergences, parfois entre une partie de cette famille politique qui apparaît comme plus... Comme toute famille. Comme toute famille. Les autres familles politiques aussi ne sont pas épargnées par... Une photo. Vous avez donc été l'un des représentants des Verts dans le département du Maine-et-Loire. On est dans une région où, là c'est une photo donc de membres du parti écologiste. On reconnaît 2 membres de notre région au premier plan, Corinne Bouchoux, qui a été sénatrice écologiste, et François de Rugy, qu'on connaît bien, qui était ancré à Nantes, donc vous le côtoyez régulièrement dans les années 2010. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les deux ont un peu largué les amarres vis-à-vis de votre famille politique. Corinne Bouchoux, elle a rejoint Christophe Béchu, donc le maire de droite d'Angers. François de Rugy, on le sait, il a rejoint la Macronie et aujourd'hui il soutient la liste du candidat de droite à Nantes. Ces deux départs, et puis ces divisions au sein de la famille écolo. Je peux citer aussi Mathieu Orphelin, qui était à un moment donné dans la famille écolo avant de rejoindre les Marcheurs. Vous avez connu du coup beaucoup de départs au sein de cette famille politique. Est-ce que vous l'avez vécu comme une trahison ? Au fond, on sait que la politique, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a souvent son lot de trahison. Pour vous, laquelle a été la plus difficile à vivre ? Vous savez, je vais rapidement répondre à votre question, mais moi, ma boussole a toujours été assez simple. C'est ce souci de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, ce souci de répondre aux enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, et vraiment d'agir pour laisser une planète vivable à nos enfants, et aussi ce souci de la justice sociale. Moi, je pense qu'on n'emmènera pas... Oui. Ce qu'on a vu. Oui. Moi, je pense qu'on ne deviendra pas majoritaire dans ce pays à nouveau si on ne tient pas sur ces 2 jambes-là, sur ces 2 piliers-là. Et vous leur en voulez d'avoir perdu de vue ces objectifs ? Oui, parce que ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit. Je pense que les ambitions personnelles, quand elles se déploient de cette manière-là, quitte à trahir des valeurs qui, pour moi, sont très importantes, affaiblissent aussi la cause. Après, vous leur avez dit ? Oui, alors, je vous dirais que François de Rugy, je l'ai beaucoup moins vu après. Il a quitté le parti de manière d'ailleurs assez théâtrale, enfin, bref. Corinne Bouchoux, on a eu des échanges, effectivement. Moi, je lui ai dit que je ne comprenais pas sa décision et que je la regrettais. Après, je respecte la personne. Voilà, ça, c'est 2 choses différentes. Mais c'est vrai que la trajectoire politique, pour le coup, je ne la comprends pas. Et ça vous a affaibli, vous l'avez dit, ça vous a blessé ? Oui, parce qu'après, je pense que les Angevins, en regardant ça, se disent tiens, voilà, Corinne Bouchoux est dans l'équipe de Christophe Béchu, donc il va y avoir plus d'écologie. Mais en fait, pas du tout. C'est pas parce qu'on a des candidats qui sont issus de la gauche ou des écologistes, c'est pas ça qui fait une politique écologiste. Et on l'a bien vu dans la politique qui a été menée ces dernières années à Angers. En fait, il n'y a pas de choix vraiment qui est fait entre la voiture, les transports en commun, le vélo.
Il y a un parking de 300 places, un parking silo qui a été construit à proximité du centre-ville. Et c'est un signal désastreux quand on veut justement décarboner, changer les usages, faire évoluer la pratique du vélo, où il y a plein d'Angevins qui sont prêts à s'y mettre, mais qui ont besoin de pistes sécurisées. Ces arguments, vous étiez aussi déjà prêt à les porter devant les électeurs en 2020, lors de la précédente élection municipale. Vous étiez le candidat naturel, comme on peut le dire parfois, de cette famille politique. Et puis, à la surprise générale, juste avant le début de la campagne, vous avez renoncé, vous avez jeté l'éponge en arguant de raisons personnelles. Vous avez évoqué tout à l'heure votre compagne avec qui vous êtes séparés dans cette période-là. Vous avez 2 enfants. Souvent, on dit que la politique, c'est aussi des sacrifices pour la vie personnelle. Vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette période ? Moi, je le disais tout à l'heure, j'étais passionné par la vie politique et quand j'ai commencé à m'engager à Angers, je me suis très vite retrouvé dans cet engagement concret qui est celui de l'engagement pour une ville. Je suis devenu conseiller municipal en 2008. Ça m'a pris beaucoup de temps et déjà durant ce mandat-là, j'ai eu une phase personnelle qui a été compliquée. Parce que s'engager politiquement, ça veut dire que le soir, on n'est pas forcément chez soi. On est en réunion publique, on est au contact des habitants et c'est important. Je veux dire, quand on s'engage, c'est vraiment pour être au contact, pour prendre des décisions et donc on investit du temps. Et c'est vrai que ça se fait aussi au détriment de la vie familiale. Vous aviez sous-estimé ça, vous diriez, la dernière fois ? Sous-estimé, et oui, dans un premier temps. Là maintenant, c'est l'avantage aussi de vieillir. C'est de gagner en maturité et de savoir mieux s'organiser par rapport à tout ça aussi. Et l'urgence pour moi, fin 2019, au moment de ces élections municipales-là, c'était de préserver le cadre familial que j'avais et aussi mon lien avec mes enfants. Je ne suis pas une machine, je pense que même globalement, les hommes, les femmes politiques, même qui ne sont pas dans mon camp politique, sont avant tout des êtres humains. Et il y a des moments où je pense qu'il faut qu'on puisse se recentrer de ce côté-là. Donc là, ce n'était pas le moment. Ce n'est pas le cas cette fois-ci du tout. Qu'est-ce que justement vous avez appris, que vous avez mis en application ? Je vous pose la question parce que vous le comprenez, les électeurs angevins, ils se posent la question. Ouais. Ils se disent, si la dernière fois, il a finalement jeté l'éponge, est-ce que cette fois-ci, il aura le cuir assez épais pour affronter ce qui est une forme d'épreuve, finalement, d'engagement à plein temps ? Je suis allé au bout de tous mes mandats, que ce soit mon mandat municipal à Angers ou mes mandats internes chez les écologistes. Donc quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Une période de campagne municipale, c'est quelque chose qui est particulier, qui est très intense, qui demande du temps, un engagement qui est fort, et on ne peut pas faire les choses à moitié. Et là, c'est ce moment compliqué et familial arrivé vraiment sur ce temps-là. Je considère que je ne suis pas irremplaçable non plus, qu'il y avait d'autres personnes qui ont mené campagne à cette époque-là et qui l'ont très bien fait. Plus de disponibilité pour vos proches, peut-être, une organisation différente Alors, il y a ça, déjà, j'en ai retiré effectivement des enseignements. Et j'avais envie de m'y confronter aussi. Et là, cette fois-ci, j'ai pris mes dispositions. Je suis organisé pour. J'ai toujours mon travail aussi, je travaille toujours. Peut-être à la différence d'autres candidats qui sont des professionnels de la politique. Je le rappelle, vous l'avez dit en début d'émission, mais pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes instituteur, professeur des écoles. Je suis professeur des écoles, donc j'ai ma journée de travail, j'ai mon engagement dans la campagne. Et effectivement, je pense que c'est indispensable de se préserver des temps familiaux avec mes enfants, avec ma famille. Et ça, c'est un équilibre qui se trouve. Mais comme je vous le dis, avec la maturité, on le trouve. Et puis, les moments compliqués de vie que tout le monde traverse, on en tire aussi des enseignements et on en retire de la force aussi. Et je pense que ça m'a apporté ça, cette période-là, qui a été plus compliquée. Vos 2 enfants, aujourd'hui, sont adolescents. S'ils vous disent, je ne sais pas, peut-être qu'ils vous l'ont déjà dit, mais qu'ils veulent faire de la politique comme leur père, qu'est-ce que vous leur diriez ? Est-ce que vous essayeriez de les dissuader ? Non, pas du tout. Moi, je pense que déjà, ce qui est très beau, c'est de voir des jeunes s'épanouir. Et je le vois aussi dans mon travail, même si mes élèves sont plus jeunes, mais c'est de se trouver une passion. Le père que vous êtes, ne seriez pas inquiet par tous les sacrifices que ça nécessite ? Non, pas du tout. Au contraire, moi je pense que c'est très important de trouver justement... on a tous, je pense, des sujets, des passions, des choses qui nous animent. Et quand on les trouve, ça fait sens, ça donne beaucoup de sens à nos vies. Et donc non, jamais au contraire. Il faut les encourager
Et là, ils savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent faire? C'est un peu tôt, peut-être ils ont 11 ans C'est un peu tôt. 13 ans. Ouais. Ils ont des activités sportives, culturelles, et je les y encourage. Mais c'est tôt encore et il faut se laisser du temps aussi. Enfin, ils ont 11 ans et 13 ans, ils ont le temps encore pour ça. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le candidat de l'Union de la gauche à Angers. Il y a une primaire qui a réuni différents partis. Vous êtes soutenu par les écologistes, par les socialistes notamment, par les communistes aussi, mais on ne va pas citer toutes les organisations politiques, à l'exception notable des insoumis. Vous avez donc été choisi dans cette primaire. Néanmoins, cette campagne, elle a démarré de manière délicate, le moins qu'on puisse dire. Il y a eu notamment ces révélations de Mediapart qui évoquent, vous le voyez, le fait que la gauche méprise encore les représentants des quartiers populaires. C'est ce qu'on peut lire dans le titre de cet article. Ils évoquent le fait que des militants de gauche se sont sentis écartés de la campagne à partir du moment où vous avez été élu. Ils y voient même une forme de racisme. Il y a des figures de la gauche qui ont préféré jeter l'éponge, ne pas vous accompagner dans cette campagne. Ça fait quand même mauvais genre. Il faut d'abord resituer le fait qu'on a fait le choix depuis plus d'1 an de travailler sur un projet qui est très large, en transparence et qui dépasse les partis politiques. Demain Angers que je représente, c'est 1300 adhérents aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. C'est 10 forces politiques et on a vraiment fait le choix de travailler sur de l'horizontalité en transparence. Vous vous rappelez le mojo du début de l'émission, hein, pas de langue de bois. Là, vous me parlez d'horizontalité. C'est important de le rappeler parce que... Ma question était très simple, c'est est-ce que ça fait mauvais genre de voir publiquement ces accusations de racisme au sein d'une famille politique à gauche ? Ce qui est toujours... je vous rappelle quand même ça parce qu'il y a une vraie dynamique. Et à partir du moment où on fait le choix d'avoir une dynamique large en transparence, il y a aussi des moments de confrontation, des moments qui sont un peu plus difficiles. Mais d'autres équipes municipales connaissent ça. Je veux dire, ce n'est pas propre à Angers. Et pour moi, effectivement, ça a été quelque part un moment qui a été délicat et de voir qu'avec certains représentants associatifs, on n'ait pas pu aller jusqu'au bout, qu'il ait pu y avoir des mots sévères, mais des deux côtés aussi, et des mots qui ne m'ont pas plu personnellement, qu'on peut être employé, mais dans un cadre interne. Ça a été effectivement compliqué à gérer. On a eu une phase compliquée, je le reconnais. Mais on a constitué aussi une équipe qui a tiré, je pense, les leçons de cette phase-là. Moi, j'ai assumé le fait aussi de constituer une équipe avec laquelle je puisse travailler dans le respect, la confiance et qui porte des valeurs. Donc, on a eu ces explications-là aussi en interne. Ça a pu fuiter dans la presse, mais je continue à revendiquer cette méthode qui est collective. Mais l'accusation de racisme, je termine d'un mot là-dessus, c'est quelque chose qui doit vous heurter, vous aussi qui avez tout à l'heure évoqué une forme de mépris social. Oui. C'est pas admissible. Comment ça se fait que des militants aient senti ça dans votre campagne ? C'est forcément un échec ? C'est un échec et je crois qu'il faut qu'on regarde les choses en face globalement dans la société, c'est-à-dire que il y a un bout du chemin qu'on n'a pas fait au niveau de la cohésion globale et nationale. On peut tous avoir en fait des a priori ou parfois ce qui s'appelle des biais. Y compris vous ? Qui sont pas des... Tout le monde en a. Tout le monde en a. C'est-à-dire on peut tous avoir des représentations et je crois qu'on a un travail à faire sur comment on vit ensemble et comment on agit ensemble et comment on retrouve plus de liens. Là où, justement, moi je trouve que dans le débat politique global actuel et depuis un certain nombre d'années, le fait qu'il y ait des forces politiques d'extrême droite notamment, mais malheureusement la droite de Retailleau y participe aussi, de diviser, de stigmatiser, de faire l'amalgame entre des personnes qui seraient délinquantes, qui seraient d'origine étrangère. Ce que vous dites, c'est que ce biais, finalement, il est propre à n'importe quel camp politique, y compris le vôtre. Il existe aussi. Et moi, je veux travailler sur les passerelles. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à travailler cette fois-ci avec des représentants, notamment de l'Assemblée des quartiers, qu'on n'arrivera pas à le faire demain. Et on travaille et on a dans notre liste des personnes qui sont issues des quartiers populaires. Moi-même, je suis issu de milieux modestes. Il y a une diversité qui est forte aussi dans notre liste. Voilà, donc moi, je reconnais qu'il y a des choses compliquées qui soient passées. On assume. Il faut que les personnes qui ont eu des paroles compliquées les assument. Elles l'ont fait. Elles l'ont fait réellement. Et ce n'est pas pour ça qu'on doit les écarter non plus. Mais il faut en prendre conscience et il faut avancer.
Moi, c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est de prendre conscience parfois des choses qui ne vont pas, d'en tirer des conséquences et d'avancer. Pour moi, c'est le plus important. Si on veut rassembler, on doit être capable de dépasser ça. Je pense qu'on l'a fait en partie avec notre liste, avec les personnes qui incarnent notre liste, avec des parcours qui sont très différents. Je pourrais citer plein de personnes dans la liste qui ont ces parcours-là. Et vous tournez la page de cet incident que Mais oui, que vous regrettez. bien sûr, parce que c'est ça qui est fort dans la liste qu'on fait, c'est qu'on se projette aussi avec une force qui est multiple, qui rassemble beaucoup de forces à gauche, de gens qui sont issus qui ont des parcours citoyens, qui sont pas encartés politiquement. Et ça fait notre force aujourd'hui. Et je crois que ça se voit quand on est sur le terrain, quand on est au contact des Angevins. Ils le perçoivent, ça. Et c'est ça qui est le plus important. Je vais vous montrer une dernière photo. C'est le rituel à la fin de Trajectoire. Je vais vous demander de regarder cette photo. Et on a évoqué votre parcours, vos origines, votre ambition. Quand vous regardez cette personne, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire en le regardant? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? J'ai envie de lui dire continue et ne lâche rien. Parce que, en fait, au-delà de moi, ce que je veux porter, c'est une alternance dans cette ville. C'est une politique qui devienne vraiment sociale. Ça a été complètement abandonné par cette majorité qui a laissé complètement filer les prix du logement. C'est une majorité qui fait de la communication, certes, mais vraiment dans l'engagement dans la transition écologique, les résultats n'y sont pas. Et à lui, Donc, vous lui dites quoi? Mais justement, je lui dis continue, vas-y, et ne lâche rien. Voilà, même si, le matin, parfois quand c'est un peu plus difficile, quand on voit des choses qui peuvent être compliquées autour de nous globalement, et qui parfois sont assez désespérantes, je lui dis continue et continue à convaincre les autres de se mobiliser. Parce que c'est ça qui est important, on en a besoin aujourd'hui de cet engagement-là, et que tout le monde a sa voix à donner dans notre ville et au-delà, et qu'il ne faut jamais désespérer. Merci Romain Lavaux. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube les autres entretiens que nous avons eus avec les autres candidats aux élections municipales à Angers, mais également à Nantes.